2, oui, ça va. Voilà. Bonjour à tous, à toutes. Vraiment chouette de vous voir si nombreuses, si nombreux aujourd'hui. Donc, en ce jour dédié aux droits des femmes, le rôle de la science et des universités doit aussi être questionné. Et le projet Hector nous donne cette occasion. Il met en évidence, entre autres, la faible visibilité des femmes en sciences historiquement. Et cette problématique perdure jusqu'à aujourd'hui. On constate que si presque 60% de nos étudiantes en bachelier sont des jeunes filles, les femmes ne sont plus qu'environ 15% au plus haut grade académique. Et malgré les importants efforts de promotion des filières scientifiques qui sont délaissées traditionnellement par les jeunes filles, et je pense en particulier à l'informatique, on a une personne qui représente cette filière ici, il y en a d'autres évidemment, la représentation féminine dans ces filières progresse peu. Et ceci est tout d'abord dommageable pour les femmes elles-mêmes qui sont dès lors insuffisamment présentes dans les carrières professionnelles technologiques dont on sait qu'elles ont un impact important sur le développement de notre région, sur le développement de nos économies. Le manque de présence des femmes dans ces carrières biaise aussi les développements technologiques, les modalités de développement des technologies dont on a pu mettre en évidence qu'elles sont le reflet de ceux qui les développent. Je pense aux biais de genre ou de minorité en général, par exemple dans l'intelligence artificielle. Plus fondamentalement, au niveau des universités, cette sous-représentation féminine contribue au formatage de la pensée dont pâtit gravement le monde universitaire depuis quelques décennies. La diversité est source de créativité et où est-il plus important de favoriser la créativité qu'au sein des institutions dont la mission est la création et le développement des connaissances. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs et organisatrices de cette table ronde et les participantes et participants, nos représentantes internes, Colline Leclerc, Julien Henry, nos invités extérieurs, Éric Muraille, Rodrigue de Meuse, Thomas Dermine. Bienvenue à l'UNAMUR et je suis impatiente de vous entendre. Merci beaucoup. C'est sûr que les femmes érudites et scientifiques, il y en a eu en fait. Mais elles n'ont pas forcément eu la reconnaissance de leur vivant et parfois la reconnaissance après dans la manière dont on écrit l'histoire. C'est vraiment l'idée, il y a vraiment tout le travail reproductif qui était vraiment dédié aux femmes et le travail productif, qu'il s'agisse de production matérielle ou intellectuelle, finalement c'est le travail des hommes. Donc on était vraiment sur cette dichotomie-là et on menaçait l'équilibre de la société si on sortait de cet équilibre-là. Moi, je voudrais pouvoir dire qu'en 2 siècles, la situation a radicalement changé, mais en fait, malheureusement, ce serait faux. C'est la percée des femmes dans le champ des sciences exactes, donc des sciences techniques, ingénieurs, mathématiques, la physique, la chimie, etc. C'est un enjeu tout à fait prioritaire à l'heure actuelle, y compris dans le monde occidental, y compris en Europe, aux États-Unis, y compris à l'UNAMUR, bien sûr. Les filles et les garçons subissent des socialisations genrées. On est dans une société dite hétéronormative, c'est-à-dire que l'hétéronormativité, c'est quoi ? C'est la normativité qui dit qu'il y a 2 sexes, que ces 2 sexes produisent 2 genres. Donc les hommes sont comme ça, parce qu'ils naissent hommes, ils sont supposés disposer de ces compétences-là, de ces capacités, etc. Et donc il y a toute une série d'attributs qui leur sont conférés, pareil pour les femmes. Et donc on socialise les jeunes enfants, et on est socialisé aussi toute sa vie, par ces caractéristiques. L'argument contre ça, c'est de dire les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes positions dans la société, pour des raisons culturelles, parce qu'il y a des exigences différentes. Ok. Moi, ce que je rajoute, c'est qu'il y a aussi des conditions qui sont biologiques. À l'heure actuelle, s'engager dans une carrière académique, il y a le fait de faire des post-docs, mais il y a surtout le fait de postuler pour quelque chose où la probabilité de réussite est faible. Et donc là, quelque part, on entre dans une série d'études qui sont notamment sur la capacité à prendre des risques. Donc ça a été étudié notamment par les assureurs pour la conduite de voitures, il y a des milliers d'études là-dessus, montrant que les hommes prennent, liés à la testostérone, plus facilement des risques que les femmes. Très concrètement, l'absence des femmes dans le champ des sciences a des conséquences dramatiques pour les femmes dans la société. C'est-à-dire
qu'on remarque qu'il y a des biais de genre importants dans la recherche. On fabrique des questions de recherche à partir de qui on est. Et alors, dans certaines sections, il me semble, et je pense à l'informatique, c'est un domaine scientifique où plus que de dévoiler le réel, on en fabrique. Et donc le fait que ce soit majoritairement des hommes, et souvent et ici des hommes quand même de la classe moyenne, plutôt blancs, donc on peut se dire que c'est ça pose problème parce que du coup il y a des biais de genre, des biais de race, des biais de classe qui sont embarqués dans la fabrication de ces nouveaux univers que sont l'univers numérique. Et du coup ça pose problème. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plus de femmes que d'hommes qui font de la biologie. Donc la biologie féministe, c'est pas le fait de dire qu'il faut que les femmes fassent de la bio. La biologie féministe en tant que telle, c'est que ce soit des femmes avec une optique féministe, et donc un projet politique d'émancipation des femmes, qui produisent une science qui soit en accord avec ce corpus politique-là. Je n'ose même pas imaginer l'ampleur de la perte d'avoir écarté les femmes sciemment depuis autant de siècles, etc. On s'est vraiment privé d'une contribution ultra riche, en fait. Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Morectus Plantin. Voilà, Dolores. Vous pouvez vous occuper du dîner. Je vais ni faire à manger, ni faire une petite table. Bon, écoutez, mon petit. J'ai fait mon boulot, moi. J'ai redressé l'avion, je vous ai sauvé la vie. Là, je viens de tuer un croco. Alors, si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre. Vous pouvez au moins vous occuper du manger. Alors on va s'y mettre. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des extraits du podcast Hector, des 42 minutes de l'épisode 1, consacré à la place des femmes en sciences et dans la recherche. C'était donc une mise en bouche de tout ce dont nous allons parler ce midi. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. Alors autour de cette petite table, nous avons Colline Leclerc, attachée genre et diversité de l'université. C'est précisément son métier à elle d'assurer une égalité des chances au sein de notre institution. Nous avons Julie Henry, doctorante en didactique de l'informatique à l'UNAMUR, une discipline qui a disparu aujourd'hui, mais qu'elle avait précisément choisie à l'époque avec l'intention d'enseigner l'informatique, avec en penchant pour y sensibiliser le public féminin. Nous avons Éric Muraille, maître de recherche FNRS à l'ULB, chargé de cours chez nous. Il est biologiste, comme Hector Lebrun, et puis comme lui aussi, il s'implique énormément dans la vulgarisation scientifique et comme ici, dans le débat public. Nous avons Rodrigue Demeuse, député écolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ancien assistant en droit à l'UNAMUR, et puisqu'il est en charge de l'enseignement supérieur, il vient opportunément apporter un regard extérieur sur cette problématique dans un univers académique encore fort masculin. Tout comme Thomas Dermine, secrétaire d'État chargé de la politique scientifique, qui porte une attention à l'équilibre des genres dans la gestion de tous ces dossiers. Et tous ont accepté de donner leur point de vue sur cette question de la sur- ou de la sous-représentation des femmes dans certaines disciplines scientifiques, parce qu'il n'est pas exclu de parler de la surreprésentation des femmes aussi. Mais aujourd'hui, comme on vous l'explique plus largement dans le podcast, 30% seulement des chercheurs dans le monde sont des chercheuses. Et c'est un chiffre que l'on retrouve presque à l'identique au sein de notre institution, où 29% des professeurs en 2020 étaient des femmes, un professeur sur 3. Et ça, c'est un chiffre étonnant quand on voit que 57% de la population estudiantine est constituée de femmes. Donc les filles étudient à l'université. Elles étudient en nombre, mais elles se concentrent d'emblée sur certaines disciplines scientifiques, les sciences de la santé, évidemment, elles y représentent 70% des inscrits, les cursus de sciences humaines et sociales aussi, en sciences juridiques, par exemple, on retrouve aussi 70% de femmes, mais en revanche, les femmes sont peu présentes dans les couloirs des facultés des sciences dites dures, particulièrement en physique et en informatique. En tout cas, toutes disciplines confondues, on ne retrouve plus que 36%. Et ces jeunes femmes, inscrites en première bac à l'UNAMUR, eh bien, plus elles progressent dans la hiérarchie des savoirs, plus elles s'évaporent. Après 5 années de master, 37% des doctorants sont des doctorantes. Alors,
Pourquoi y a-t-il de telles différences entre les genres? Avec quelles conséquences? Ce sont des questions qui, en cette journée internationale du droit des femmes, nous ont semblé importantes à poser. Et avant de laisser nos invités donner leur analyse, je voudrais vraiment les remercier d'avoir rejoint cette table. Et ce faisant, le projet Hector, bien plus général. Hector, donc du nom de ce biologiste danois, méconnu, mais dont les archives sont conservées ici à la bibliothèque universitaire de Namur. C'est un projet de vulgarisation scientifique qui est en cours grâce au soutien de l'Institut Morecus-Plantin, grâce aussi à l'impulsion des fabuleux professeurs Anne Roukens et Yves Poumet. Merci à eux pour leurs conseils, pour leur soutien, leur confiance. Anne Roukens qui n'a pas pu être présente et qui s'en excuse. Alors Hector, c'est donc un projet interdisciplinaire, à cheval sur les sciences et sur l'histoire, et qui s'articule autour de différents axes de communication, avec en point d'orgue en novembre 2022 la mise en ligne d'une exposition virtuelle et la publication d'un catalogue d'expositions qui fera la part belle aux ouvrages précieux de la bibliothèque. Et puis en attendant, la série de podcast Hector a donc déjà vu le jour grâce à la très précieuse contribution d'Alexandre Holman du SAVE. Et chaque épisode part des travaux de ce savant têtu, brillant, mais complètement oublié, pour interroger, dans une perspective diachronique, des problématiques qui résonnent toujours aujourd'hui dans le contexte contemporain. Au total, il y a une quinzaine de scientifiques de l'UNAMUR qui y prennent la parole. Et on n'y parle pas que de femmes, hein, rassurez-vous. On y aborde aussi les thématiques de l'expérimentation animale ou de la théorie de l'évolution, les problématiques de la résistance aux théories scientifiques et du rôle qu'ont à jouer les universitaires dans notre société. Donc je vous invite à aller les écouter. Et c'est en tout cas parce que ça nous a semblé à chaque fois trop court, ces 40 à 45 minutes passées à parler avec eux, qu'on a eu envie de prolonger et d'organiser ces tables rondes, dont la première commence maintenant avec cette question. Sous- et surreprésentation des femmes dans certaines disciplines scientifiques, est-ce vraiment un problème? Colline Leclerc. Bonjour Céline, bonjour à toutes et tous. Donc, comme Céline l'a très bien dit, et avant elle, Madame la rectrice Annick Castio, on constate effectivement de grands déséquilibres genrés dans les filières d'études supérieures. Et donc, c'est le cas partout, et c'est le cas à l'UNAMUR. Donc, l'UNAMUR édite chaque année un rapport sur l'état de l'égalité de genre dans l'institution. Et ce, à tous les étages. On passe vraiment au crible les chiffres de l'inscription en première bac jusqu'aux autorités. Merci. Et donc, on constate ces déséquilibres. Et je vais prendre un exemple encore plus précis, celui des romanes versus les sciences. Donc, les chiffres de ces 4 dernières années nous montrent qu'on a 80% d'étudiantes en romanes, alors qu'elles ne sont que 35% dans les sciences exactes. Alors on pourrait se dire, chacun sa spécialité, c'est pas si grave finalement, et ça pourrait même venir confirmer une sorte de déterminisme biologique, de différenciation des compétences entre les sexes. Mais en réalité, la sociologie et la psychologie sociale nous ont appris que c'était beaucoup plus une question de culture que de nature, beaucoup plus une question d'acquis que d'inné. Et donc... je reprends mes notes. C'est bien donc ce qu'on appelle une forme de sexisme systémique, puisque finalement la société entière à tous les niveaux va s'arranger pour trouver des justifications à cet état de fait qui sert la moitié de la population et qui dessert l'autre moitié. Alors pourquoi je dis que ça sert la moitié de la population et que ça dessert l'autre moitié? On peut le déplorer, mais en réalité, être professeur de français ou être chimiste en laboratoire, ce ne sont pas des métiers qui sont valorisés de la même manière, ni financièrement, ni socialement. Et donc, en d'autres termes, le salaire et l'aura ne sont pas les mêmes. Et la question à se poser alors, c'est est-ce un hasard si systématiquement les filières féminines sont moins rémunérées et moins valorisées que les filières masculines? Donc quand dès la maternelle, en fait, et même avant, on pourrait dire dès la naissance, ou même dès la première échographie où on détermine le sexe de l'enfant, donc quand dès la maternelle, on prédestine les filles à des vocations de soins, on les encourage dans le soin, le service aux autres, etc. En fait, on ne fait pas que rétrécir leur horizon et leur avenir, on va aussi les priver par avance des carrières les plus rémunératrices et les plus brillantes.
Donc si on creuse encore plus loin, hein, on est le 8 mars donc j'y vais à fond, dans le schéma hétérosexuel classique, eh ben, on va les prédestiner finalement à être dépendantes un jour d'un futur mari qui lui va bien gagner sa vie. Et si dans l'éventualité où ce mari serait violent, ben, à ne pas avoir l'indépendance financière nécessaire pour le quitter par exemple, ou bien à se retrouver finalement par pure rationalité économique dans une décision où même si le couple n'a pas l'impression d'avoir des fondations sexistes, on va dire on l'a vu pendant le Covid. Madame gagne moins que monsieur, c'est plus logique qu'elle passe à temps partiel pour s'occuper des enfants, etc. Et donc, c'est pas tellement une question de sexisme au sein du couple, à micro-échelle, mais c'est bien du sexisme à grande échelle, parce que finalement, c'est difficile d'aller à l'encontre de ces dynamiques-là. Donc voilà, en gros, je caricature un peu, mais l'idée, elle est là. Le sexisme systémique, structurel, c'est quand une société, pour ne pas dire le monde entier, s'assure par tous les moyens que les femmes vont occuper des postes, des positions subalternes dans la société. Et donc, ce qu'il faut retenir, à mon sens, en ce 8 mars, c'est que quand on est une femme, il n'y a pas de possibilité de gagner. Soit on choisit une filière masculine et on évolue en milieu hostile tout du long, soit on choisit une filière féminine et on va se retrouver quand même au bout du compte avec un homme qui sera notre boss. Et là, je vais prendre 2 exemples. Je vais reprendre d'abord l'exemple des romanes, mais donc on a 80% d'étudiantes dans l'auditoire, certes, mais face à elles, 3/4 du temps, elles ont un professeur qui est un homme. Et ce professeur va leur enseigner les grands auteurs et pas les grandes autrices. Donc ce schéma-là, on le retrouve à d'autres endroits, évidemment. Imaginez un hôpital, les couloirs de l'hôpital sont peuplés d'infirmières, mais mettez un infirmier là-dedans et vous pouvez être sûr, quasi sûr, que c'est lui qui aura la promotion et qui se passera chef de service. Donc voilà, bien sûr, donc par rapport à la question de départ, sur- et sous-représentation des femmes, est-ce un problème? Il est important que davantage d'hommes s'inscrivent en romane et il est important que davantage de femmes s'inscrivent en sciences exactes. C'est bien sûr, il faut promouvoir la mixité, il faut promouvoir la diversité et décloisonner les filières, mais il ne faut pas se tromper cependant sur les enjeux, ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de symétrie, ce n'est pas un miroir si vous voulez, même si en apparence on pourrait croire que ce sont un simple phénomène de vase communicant, mais ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que même là où il y a surreprésentation des femmes au départ, elles sont sous-représentées à l'arrivée. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'égalité des chances au départ, mais c'est bien de garantir l'égalité à l'arrivée. Donc voilà, je vais terminer par 2 graphiques. Donc ici, on a l'évolution du personnel académique de 97 à 2019 dans toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au sein du FRS-FNRS. Donc c'est un rapport commun où on a croisé en fait tous nos chiffres. Et donc la courbe bleue, c'est celle des hommes et la courbe verte, c'est celle des femmes. Et donc on voit on n'est pas sur des parallèles, ça se rejoint doucement, tout doucement, mais il faudrait encore des dizaines d'années pour que l'égalité de genre soit effective sans des mesures compensatoires. Ici, on a le même graphique, disons, mais pour ce qui concerne les chercheurs et les chercheuses. Et là, donc la courbe vert clair, c'est celle de l'UNAMUR, mais vous voyez que toutes les courbes vont dans le même sens, donc c'est la dégringolade, et ça c'est le phénomène dont Céline parlait au départ, le phénomène du tuyau percé, où on perd les femmes au fil de l'avancée de la carrière scientifique. Et donc voilà, ici on voit bien que le phénomène il n'est pas propre à l'UNAMUR, il est le même partout. Et c'est pourquoi il existe le comité Femmes et Sciences, qui est une plateforme qui rassemble des représentants de toutes les universités belges francophones, et j'y participe également avec ma collègue Stéphanie Wattier, qui est personne de contact genre de l'université. Et donc, au sein de cette plateforme du comité Femmes et Sciences, on réfléchit à comment en fait compenser ces inégalités, à comment corriger ces inégalités. Et je vais donner un seul exemple à l'ULB. Depuis l'année académique 2016-2017, il existe la mesure Cascade, qui est inspirée d'une initiative allemande et qui impose finalement de répercuter la proportion homme-femme au rang supérieur par rapport au rang inférieur. Donc, d'où l'idée de cascade. Et donc, c'est une mesure qui est d'application pour la promotion au rang de professeur et professeur ordinaire. Et depuis que cette application, en fait, on voit que ça porte ses fruits et que ça incite les femmes à demander leur promotion. Mais on remarque aussi que ça suscite beaucoup de résistance parce qu'en théorie, personne n'est contre l'égalité de genre, mais dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué.
Merci beaucoup, Colline. Bon, ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. On va écouter maintenant Éric Muraille sur cette même question, sur et sous-représentation des femmes dans la recherche, dans le monde académique. Est-ce que c'est vraiment un problème? Ou est-ce qu'on se monte le chou? Mais la ligne du graphique n'était pas rose, hein. Elle était verte. Ah oui. Je trouve qu'on évolue. Bon, bonjour à tous. Je vais un peu jongler puisqu'on m'a demandé d'être court. Et je vais essayer d'aller directement au point principal. Donc si on se base sur les chiffres communiqués par le FNRS, et donc ici je vais uniquement parler des chercheurs au FNRS et pas des chercheurs dans les académies, comme j'appartiens au FNRS. Donc sur ces 20 dernières années, il y a autant de femmes que d'hommes qui ont réalisé des doctorats. Donc ça c'est bien objectivé. Par contre, comme ça a précédemment été mentionné, on observe une diminution qui est très significative de la proportion de femmes avec l'augmentation du niveau du mandat. Donc on passe de une femme, un homme pour les doctorats à une, voire 2 ou 3 hommes pour les chercheurs permanents. Et on observe en fait ce déséquilibre à peu près à tous les niveaux. Donc les post-doctorats, on a déjà une chute significative, les chercheurs permanents aussi, mais quand on grimpe dans les différents grades des chercheurs, maîtres de recherche, directeurs de recherche, on a également cet effet. Donc on peut poser la question légitimement, effectivement, de d'où vient ce déséquilibre, pourquoi, et il est important de répondre au pourquoi pour savoir comment y remédier. Donc on peut proposer, ça n'est pas du tout évidemment une analyse formelle, 4 hypothèses en fait non exclusives pour essayer de répondre à ça. Pardon. Donc une sélection qui serait biaisée par le genre, la nature même de l'activité scientifique, puis des effets culturels et ou des effets biologiques. Donc on peut déjà répondre à la première question. Si on prend toujours les chiffres du FNRS, et ici vous avez les courbes en fait hommes, femmes, sur différentes années de 2012, je crois, à 2020, en voyant les différents types de financement, donc les doctorants, les post-doctorants et ainsi de suite. Que ce soit les nominations ou les financements pour la recherche en tant que telle, il n'y a pas de différence, entre guillemets, significative au niveau du succès des demandes. Pour les hommes et les femmes, c'est statistiquement équivalent. Et donc, ce qui chute au cours du temps, c'est le nombre de candidats. Ce n'est absolument pas le taux d'échec ou le taux de réussite des femmes qui varierait. Alors, concernant l'hypothèse de l'adaptation, je dirais, d'être une femme ou un homme aux activités scientifiques, c'est un très vaste débat, mais je vais prendre juste ici un point. Donc, toutes les activités scientifiques modernes à l'heure actuelle, il faut bien les prendre en considération qu'à la différence de ce qui se passait au XVIIIe, XIXe siècle, ce sont des activités qui sont hautement collectives, donc qui sont régies par des normes sociales. Et donc, dans ces normes, on a notamment ce qu'on appelle l'universalisme. Et donc, comme le notait le sociologue Robert Merton, on va dire qu'il fait autorité en la matière, l'acceptation ou le rejet d'une déclaration scientifique ne peut dépendre des attributs sociaux ou personnels. Donc, en théorie, le sexe ou l'ethnie n'entrent pas en considération pour déterminer ce qui est vrai ou faux en sciences. Donc, on peut considérer, en tout cas d'un point de vue théorique, que les activités de recherche scientifique sont ouvertes à tous et à toutes. Donc, on peut éliminer, je dirais, les 2 premières hypothèses. Il n'y a pas de sélection de biais par le genre, il n'y a pas non plus une spécificité de l'activité scientifique, donc il nous reste le culturel et le biologique. Donc je ne vais pas aller dans les détails, mais pour le culturel, donc, il est évident qu'il existe encore dans nos sociétés un partage qui est très inégal des tâches ménagères, de l'éducation des enfants en fonction du sexe. Il est aussi évident que la recherche professionnelle demande au jour le jour un gros investissement en temps et en énergie, et surtout un très grand investissement pour obtenir une nomination. Donc c'est une grande disponibilité, et les facteurs culturels doivent certainement avoir un impact sur les choix de carrière, ça c'est évident. Alors reste le biologique. Donc de nouveau, je n'ai pas le temps de faire tout le tour, mais je vais me borner à un exemple qui est déjà cité dans le podcast, celui de l'appétence pour la prise de risque. Je vais juste ici me borner à le contextualiser un peu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux de succès, en fait, évoluent quand même beaucoup
et surtout le niveau d'investissement en fonction des niveaux, entre guillemets, des mandats demandés. Donc ça demande un poil d'explication. Donc si vous postulez pour un doctorat FRIA, donc 4 ans de financement, en général, les gens se préparent à peu près 2 mois pour passer cette épreuve. Donc 2 mois d'investissement et le taux de succès de 33%. C'est les chiffres FNRS actuels. Alors, chargé de recherche, donc c'est quelque chose qu'on postule quand on a déjà une thèse pour effectuer 3 ans de recherche. Le taux de succès n'est déjà plus que de 22%, mais par contre, on est à 2 à 3 ans de préparation, entre guillemets, parce qu'on doit au minimum avoir généralement fait un postdoc avant de faire cette demande de chargé de recherche. Pour chercheur qualifié, qui est l'étape pour être nommé à vie pour un poste permanent, on est à 11% de taux de réussite. Mais là, il faut savoir qu'en général, on a 5 années de postdoc généralement avant de faire ce genre de demande. Donc c'est 5 années d'investissement avec un taux de succès qui n'est que de 11%. Donc ce qui est démontré, et ici évidemment je dois vraiment être très très superficiel, c'est que l'appétence, entre guillemets, l'appétit pour le risque est fortement influencé par les hormones sexuelles. Ça c'est très très bien documenté. Plus le taux de testostérone, donc la principale hormone mâle, est élevé, et plus l'appétence pour le risque augmente. En fait, on peut dire que les femmes, en le disant dans ce sens-là, estiment de manière plus logique et rationnelle une prise de risque. Et donc les hommes, entre guillemets, sont déficitaires pour ce genre de choses, et ont tendance à surestimer leur capacité de succès. Ce qui va les pousser à prendre plus de risques dans la conduite automobile, mais également dans les jeux d'argent et toute une série d'autres activités. Et l'appétence pour les femmes augmente également en fonction du taux de testostérone. Donc, ce qui est assez clair, c'est que l'augmentation de la place des femmes dans des postes de recherche parlant pourrait provenir de changements culturels. Mais si on voulait influencer sur la carrière, entre guillemets, des femmes, leur capacité à s'investir et obtenir des postes de recherche permanents, une manière, je dirais, de contrer cet impact biologique, ce serait évidemment de réduire la prise de risque. À l'heure actuelle, on a une énorme prise de risque de plusieurs années avant d'obtenir ces postes. Indépendamment des problèmes de genre, je ne sais pas si c'est toujours acceptable d'avoir autant de prise de risque pour en arriver là. Alors, je voudrais juste terminer ici en fait par une question. Donc on a tendance actuellement à considérer qu'une absence de parité de genre dans une profession, c'est nécessairement le résultat d'une forme de discrimination. Donc, or, si on compare la place de chaque sexe dans les différentes professions, il y a en fait autant et parfois plus de femmes dans des professions, on peut le voir ici sur le graphique, la partie en bleu, on va retrouver autant ou plus de femmes dans des professions intellectuelles, donc comme par exemple les activités de recherche, en tout cas au niveau de la thèse, les activités administratives, les activités de vente et ainsi de suite. Par contre, on va avoir une très nette surreprésentation des hommes dans toute une série d'autres activités. Donc l'agriculture, la sylviculture, la pêche, les métiers dans l'industrie, dans l'artisanat, dans l'armée, chez les managers, ainsi de suite. Donc pour prendre un exemple emblématique, il y a 3% de conducteurs de camions qui sont des femmes. Donc on peut se demander s'il est raisonnable que l'absence de parité de genre dans une profession soit systématiquement considérée comme le résultat d'une discrimination, alors qu'il y a clairement d'autres facteurs en jeu, la culture évidemment, mais dans certains cas le biologique qu'on ne peut pas négliger. Donc ici, ce n'est pas une question d'excuser certaines situations, mais d'essayer de bien les comprendre pour savoir comment on doit, entre guillemets, y faire face. Je vous remercie. Merci Eric. Et c'est Julie Henry, maintenant, qui va nous donner son point de vue. Oui, donc moi j'avais décidé, excusez-moi je vais être un peu essoufflée, mais j'ai pas beaucoup de souffle. Je vais aborder un peu la question sous 2 axes. Donc en fait, j'en ai discuté avec Céline, elle me disait justement essayer de voir un petit peu pourquoi c'était si important d'atteindre la mixité, notamment chez nous au niveau informatique, donc comme je viens de la faculté d'informatique. Et j'ai un petit peu regardé, donc c'était plusieurs raisons, elles ont été citées aussi dans le podcast Hector et je vais juste revenir dessus. Donc il y avait toutes les raisons économiques, effectivement, où on voit certaines études qui disent qu'il y a un facteur de succès en termes de gestion de projet dans les entreprises lorsqu'on a la mixité, mais ce n'est pas uniquement la mixité de genre, hein. Donc ça peut être la mixité aussi au niveau des races, etc. Donc finalement, avoir de la diversité dans une équipe au niveau d'une entreprise, ça rapporte, c'est un facteur de succès.
C'est un puissant levier en termes d'innovation, de création et de croissance. Donc finalement, cette mixité au niveau des entreprises, elle ne sera atteinte que si effectivement on fait sortir des filles. Et Dieu sait qu'ici en informatique, notre pourcentage de filles en bac 1 est déjà très bas. Et il faut encore arriver à les garder jusqu'au bout du master. Après, on a évidemment parlé de tout ce problème justement du biais dans la création et dans la recherche. Donc Nathalie Grandjean l'expliquait bien. Qu'au niveau de la recherche, la question de recherche, elle est liée à la personne. Et au niveau de la création, effectivement, la plupart des infrastructures et des équipements ont été pensés par des hommes pour des hommes. Alors il y a énormément d'exemples. Madame Castio a justement parlé de l'IA. Effectivement, tout ce qui est IA, algorithme et tout ce qui est base de données va être biaisé lorsqu'ils sont uniquement construits par des hommes. Et par exemple, le système de reconnaissance Google est 70% plus apte à reconnaître une voix d'homme qu'une voix de femme. Donc déjà là, on voit qu'effectivement, ça a été entraîné sur des voix d'hommes principalement. Alors après, c'est un exemple informatique, mais évidemment, il y a le smartphone. Donc évidemment, ils sont de plus en plus grands, etc. Mais le premier smartphone était de toute façon déjà trop grand pour la main d'une femme. Et bien souvent, ça ne rentre pas dans notre poche arrière de pantalon. Hein. C'est pas mes pantalons qui sont petits, c'est le smartphone qui est de plus en plus grand. Donc tout simplement, il y a des soucis un peu comme ça. La ceinture de sécurité, tout simplement l'habitacle de la voiture a été aussi pensé pour des hommes. Alors je suis petite, je sais que c'est un problème probablement, mais il y a des femmes qui sont grandes, qui sont quand même moins en sécurité lors des crash tests. Je pense que c'est Colline justement qui a parlé de cet exemple dans le podcast. Et alors il y a eu une conférence assez intéressante sur justement toute cette problématique de mixité homme-femme il y a quelques jours, avec, je ne retombe plus sur son nom, enfin une grande scientifique suisse qui est très fort là-dedans, Isabelle Collet, voilà, je retombe dessus, et en fait, on lui a demandé de mettre un micro-cravate. Et en fait, rien que le nom, micro-cravate, laisse penser qu'on devrait avoir une cravate pour arriver à le porter correctement. Et finalement, elle a répondu en disant, mais écoutez, alors je mettrai une cravate, puisqu'il faut avoir la possibilité de mettre ce micro-cravate. Donc c'est tous des petits exemples comme ça, assez anodins, qui finalement montrent que effectivement, lorsqu'on pense un système, lorsqu'un homme pense un système, il le pense majoritairement pour des hommes. Je ne dis pas que c'est égoïste de leur part, c'est juste que effectivement, on a été élevé comme ça. Comme par exemple, j'ai lu aussi que de façon générale, les filles étaient élevées pour justement critiquer les autres filles et les envier. Et c'est ce qui fait qu'après, on retrouve justement des syndromes comme le syndrome de reine des abeilles. Lorsqu'une femme est au pouvoir, lorsqu'elle a d'autres femmes en dessous d'elle, en fait, elle va plutôt leur faire vivre une vie très difficile, tout simplement parce qu'on a été élevé en ce sens. Ce que je voulais dire aussi, donc, c'est par rapport à tout ça, il y a aussi des raisons éthiques. Donc on ne peut pas laisser 50% de la population exclue des décisions d'une société qui se veut de plus en plus numérique. Mais alors, il y a aussi dans le vécu des étudiantes, ça c'est assez frappant. Donc si vous parlez un petit peu avec des étudiants qui sont dans nos études, ici aux facultés, il y a quelques mémoires qui sont en cours actuellement sur la thématique, c'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, elles se neutralisent dans leur style. Donc finalement, elles essayent de passer inaperçues parce qu'elles ne sont jamais anonymes dans un auditoire. Puisqu'elles sont quasiment seules, elles nous disent bien souvent « le professeur connaît mon prénom », alors qu'il ne connaît pas le prénom de la majorité des étudiants. Et finalement, j'ai entendu une remarque hier qui est assez intéressante, qui dit en fait, une spécialiste justement du genre disait « quand un garçon pose une question, la première question dans un auditoire, finalement les filles après elles ne veulent plus poser de questions. Et donc elles sont plus intimidées et donc elles ne vont pas se lancer. Donc finalement, imaginez-vous quand vous n'êtes que 10% de filles dans un auditoire, il y a très peu de chances qu'une fille pose une question en premier, ce qui fait qu'après finalement l'interaction entre le professeur et l'étudiante va être moindre. Alors tous ces comportements, ça a été dans pas mal d'études en fait, on montre qu'effectivement les stéréotypes de genre, les enseignants les ont, aussi bien hommes que femmes, et finalement ça va créer une inégalité des sexes qui va se répercuter à la fois dans la vie après et dans les choix professionnels des jeunes. Alors je parle de ça, pourquoi ? Parce que si on n'a que 10% d'étudiantes en informatique en bac 1, peut-être qu'il faudrait aller voir plus bas ce qui se passe en fait finalement. Et alors la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait pas mal d'études là-dessus pour montrer que les enseignants avaient des comportements différents en classe vis-à-vis des filles et des garçons. Il y a plus d'interaction avec les garçons et de façon inconsciente finalement ils mettent plutôt en valeur les garçons et au niveau des évaluations
c'est la même chose. Donc à niveau égal, les évaluations des garçons vont être meilleures. Par contre, donc ça c'est pour les hautes évaluations. Par contre, pour les basses évaluations, donc les évaluations en dessous de 10, à même copie, les filles vont être considérées comme meilleures parce qu'on dira elles ont plus dur. Donc elles méritent plus parce que visiblement elles ont essayé. Donc finalement il y a aussi un petit peu comme ça des inégalités qui vont se créer et qui vont être perpétrées par les enseignants qui sont non sensibilisés. Et justement la question venait aussi de se dire est-ce qu'on en parle trop finalement, parce que je vois que parfois les discours à propos de ça, ça braque un peu les gens parce qu'on a l'impression qu'on en parle partout. Et actuellement, en plus, avec cette semaine, il y a des événements un peu partout. Mais finalement, il faut bien se dire que le fait d'atteindre la mixité ne va pas empêcher ces stéréotypes de genre qui sont finalement inculqués aux gens dès le jeune âge. Et donc, finalement, il y a un gros travail de sensibilisation. Et donc, ici, on a un certain nombre aujourd'hui. Mais si on ne reproduit pas ce genre d'événements pour essayer de toucher un maximum de population, le travail ne se fait pas. Donc, c'est-à-dire qu'ici, ben voilà, vous êtes une petite quarantaine, peut-être à être venu écouter. Il y a des personnes qui écouteront la diffusion par après, mais ce n'est pas encore assez. Et finalement, ce ne sont pas forcément les personnes qui sont les moins impliquées qui viennent écouter. Donc il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire pour faire en sorte de travailler la mixité, mais dans une vision en fait d'égalité des sexes. Donc pas juste se dire il faut 50% de filles et puis après ça va se faire tout seul parce qu'il y aura 50% de filles. Ben non, parce que les stéréotypes de genre ils vont rester. Parce qu'ils sont inculqués depuis la jeunesse. Et justement au niveau des écoles, et je vais finir par là, Colline en a un peu parlé tout à l'heure, donc la valorisation des métiers. Effectivement, on a fait des études ici à l'UNAMUR pour voir un petit peu la représentation des métiers informatiques au niveau des jeunes, c'est catastrophique. Et donc ce n'est pas étonnant que les filles ne viennent pas en informatique finalement. Et ce qui est prévu par la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau du pacte d'excellence va dans le sens de ce que les études demandent d'arrêter finalement. Donc on va se retrouver de toute façon avec des difficultés. Et là encore, il va y avoir un gros travail auprès des enseignants pour essayer justement de changer ces représentations, de mieux valoriser certains métiers et finalement de faire en sorte que les filles aient envie de venir dans des métiers qui sont plus masculins. Donc voilà, je crois que je vais arrêter là. Ça fait déjà pas mal de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julie. Et donc on change de regard ici avec Rodrigue Demeuse. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes et tous et d'abord merci pour l'accueil et vraiment je suis très très heureux d'être là aujourd'hui, de revenir un peu aux sources, hein, comme on l'a dit, j'ai effectivement eu la chance de vivre 3 années ici comme assistant à l'université en droit constitutionnel et puis depuis 2 ans et demi j'ai la chance d'avoir quitté vers d'autres cieux, vers le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc ici c'est peut-être plutôt un regard un peu politique que je vais pouvoir poser sur la problématique. Sans revenir sur les causes et les conséquences, vu le timing limité, même si peut-être que dans le débat on aura l'occasion d'en parler plus longtemps et surtout d'autres en ont parlé beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et peut-être me concentrer plutôt donc sur ce point de vue politique et très humblement sur quelques pistes de solutions. Et d'abord, une première chose, c'est que pour moi, c'est très clair que oui, on doit effectivement pouvoir répondre à ce problème, parce que c'est un problème, la sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques, dans la recherche scientifique. Et par ailleurs, la surreprésentation dans certaines autres filières, je partage complètement ce qui a été dit. C'est d'une part un rattrapage du passé pour toute une série de filières, et par ailleurs, c'est aussi toujours une question de plafond de verre par rapport à toute une série d'enjeux, et notamment par rapport aux fonctions les plus importantes. Donc ce n'est pas un problème pour moi. Mais par contre, en ce qui concerne les filières scientifiques et la sous-représentation, là il y a bel et bien un problème. Et notre rôle en tant qu'hommes et femmes politiques, c'est bel et bien de pouvoir combattre cette réalité et essayer d'apporter des réponses. Et en discutant ce week-end, pas plus tard que ce week-end en fait de cette table ronde, j'étais avec une amie qui réalise un post-doctorat, et cette amie, elle réalise un post-doctorat, elle est ingénieure architecte, et elle vient de revenir d'un congé de maternité.
dans une université qui n'est pas celle-ci, et elle m'expliquait à quel point ça avait été le parcours du combattant et à quel point elle avait été mal vue de ses collègues, mais tout au long de ce processus. Que ça soit avant de partir en congé de maternité parce que elle avait l'impression qu'on l'accusait d'abandonner le projet, ou bien maintenant qu'elle venait de revenir, où systématiquement on lui faisait sentir à mauvais escient qu'elle s'impliquait moins dans le projet, ou bien même on lui faisait sentir que c'était plus compliqué d'avoir accès aux pauses d'allaitement, par exemple, auxquelles elle a pourtant tout à fait droit. Et donc ça démontre encore à quel point c'est compliqué pour une femme d'être dans des situations telles que celle-là, dans des projets de recherche. Alors on sait évidemment que c'est une des causes parmi toutes les autres causes. On a parlé de la socialisation genrée, on a parlé de l'éducation, il y a aussi toutes les autres causes qui sont liées au harcèlement et à bien d'autres éléments, mais c'est un des éléments, notamment cette question de la répartition vie privée, vie professionnelle, particulièrement dans cette période de la vie qui est cette période où on réalise des doctorats, des post-doctorats, et malheureusement dans la société telle qu'on la vit aujourd'hui, ces charges familiales reposent encore trop souvent sur les femmes. Et par rapport à cela, j'oublie de passer mes slides en fait, mais par rapport à cela, quelques pistes de solutions que l'on peut porter en tant qu'hommes et femmes politiques. Je pense que l'enjeu essentiel, c'est d'abord de pouvoir entendre la société civile. Et je crois que ces dernières années, on a vu à quel point la société civile jouait un rôle fondamental dans la libération de la parole par rapport à toutes ces violences sexistes, toutes ces violences sexuelles, tout ce harcèlement qui se déroule dans la société en général, mais aussi sur les campus, aussi par rapport aux chercheuses, aux doctorantes, et le fait que la société puisse libérer cette parole, mais ça permet de mettre la pression sur le monde politique, ça permet de mettre la pression aussi sur les autorités académiques pour prendre des mesures et pour réagir. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'on doit soutenir cette libération de la parole. Deuxième piste, c'est évidemment les actions directement qui peuvent être prises par le monde politique. J'ai listé très rapidement une série de plans d'action qui ont été mis en place dans le timing qui m'est imparti. Et donc, par rapport à ça, je voulais citer une piste d'action sur laquelle j'ai travaillé avec ma collègue Margot Deray au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un plan d'action de lutte contre le harcèlement dans l'enseignement supérieur. Alors, ça ne concerne pas spécifiquement les doctorantes ou les chercheuses, ça concerne l'ensemble des personnes présentes sur les campus, mais on sait que les doctorantes sont particulièrement victimes et arrêtent des thèses en lien avec cette question du harcèlement. Et donc, on a mis en place toute une série de pistes de solutions par rapport à ce harcèlement. Autre piste d'action, c'est le plan droit des femmes qui est porté au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec toute une série de mesures qui en font partie, les points de contact genre au niveau des établissements d'enseignement supérieur qui doivent être étendus dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, en ce compris les hautes écoles notamment, les critères dans le financement de la recherche, un critère genre qui doit pouvoir être inclus, le centre de référence STEM qui a pu être créé également. La question du congé de paternité, qui est un enjeu fondamental également. On sait que c'est passé de 10 à 15 jours en 2021. Ça passera à 20 jours en 2023. Mais il faudra aller plus loin pour arriver à une réelle égalité. Au niveau fédéral, il y a également des mesures qui sont prises via le plan d'action national contre les violences basées sur le genre. Et puis, je termine en indiquant aussi un autre enjeu qui me semble important, même si il est peut-être plus
plus périphérique par rapport aux actions que j'évoquais, mais c'est l'enjeu des symboles. Et ces symboles sont importants pour aussi montrer finalement, préparer le terrain aussi en amont et travailler sur la conscience collective. Et par rapport à ça, c'est par exemple la journée la journée des femmes et filles de science. Ça, c'est quelque chose qui montre aussi tout l'intérêt et tout l'enjeu qu'il y a à faire de la place pour les femmes et pour toutes les chercheuses dans ce monde. Et puis, il y a également les initiatives qui sont prises dans les établissements par rapport, par exemple, à la féminisation des noms d'auditoire. Tout ça pour créer ce contexte. Et puis des journées comme aujourd'hui, forcément, qui montrent tout l'intérêt de pouvoir prendre sa place quand on est une femme, et qui montre aussi tout le travail qu'il y a encore à réaliser en la matière. Voilà pour les quelques éléments en 5 minutes que je voulais mettre en avant. Merci beaucoup. Ça rejoint le constat des femmes modèles dont Colline parle dans le podcast. Et puis on termine avec Thomas Dermine. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Je pense que c'est la première fois que je refais un événement en physique, et c'est quand même beaucoup plus gai qu'en Zoom. On peut voir ceux qui dorment au fond, ceux qui ne sont pas attentifs, etc. Et ça fait du bien. Je parle ici avec beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas un thème de recherche qui m'est proche, et donc j'ai appris énormément de choses dans le panel jusqu'ici. Je parle aussi avec beaucoup d'humilité parce que j'ai appris que j'étais moi-même le résultat d'un biais de genre à la base, étant ingénieur de l'ULB et ayant une femme romaniste de l'UNAMUR. Je trouve qu'il y a vraiment des éléments intéressants, par exemple sur la question de la différence dans la prise de risque liée à la testostérone, et que ça mérite de mener des combats, y compris par exemple avec les assureurs. Parce que typiquement, comment un assureur détermine le prix que vous payez pour votre prime d'assurance auto, c'est de la discrimination sur base de facteurs de risque. Vous payez plus si vous êtes plus susceptible de faire un accident parce que vous avez eu des accidents dans le passé, votre bonus-malus, parce que vous êtes un jeune. Et donc ce serait un magnifique combat à mener auprès de la Fédération des assureurs pour avoir des pricing différenciés sur les assurances, certaines polices, en fonction du genre, si c'est un facteur objectif de différence dans le risque. Je vais faire des commentaires, vraiment 2 commentaires très généraux, très macro, et puis 4 propositions très très concrètes de choses qu'on peut faire. Au niveau des commentaires macro, plus politiques, je dirais qu'il y a un enjeu qui est évidemment un enjeu de la parité. Il y a aussi un enjeu global au niveau de la société d'augmenter le nombre de profils scientifiques dans la société. Et donc l'enjeu de la parité entraîne cet objectif plus général dans la société. Les enjeux auxquels sont confrontées notre génération, que ce soit les questions liées à la transition, que ce soit les questions de santé publique, on l'a vu dans la crise du Covid, que ce soit les enjeux de sécurité, nécessitent une augmentation générale du nombre de profils scientifiques dans la société. Et donc aujourd'hui, quand on recrute dans 50% de la société majoritairement mâle des profils scientifiques, finalement on se prive aussi d'une réserve potentielle de profils scientifiques qui peuvent contribuer à faire avancer la société sur des enjeux aussi fondamentaux. Donc la parité est un objectif, mais la parité est aussi un objectif qui sert à un objectif plus large de faire avancer les sciences dans la société qui sont absolument fondamentales pour des grands enjeux. Deuxièmement, c'est parce qu'on est le 8 mars, on peut y aller, il y a un enjeu plus général sur l'hégémonie dans le discours politique sur l'égalité des chances. Depuis 30-40 ans, on observe une forme de suprématie, à gauche comme à droite, de l'argument sur l'égalité des chances, au détriment d'un discours que la gauche a assumé dans un autre temps plus radicalement sur l'égalité effective. Pourquoi je pense qu'on doit absolument se débarrasser quelque part de notre amour fou pour l'égalité des chances et repartir sur un combat beaucoup plus basé sur l'égalité effective pour 2 choses. Un, c'est l'argument pratique, c'est de se dire que le focus qu'on a depuis quelques décennies sur l'égalité des chances comme vérité politique absolue, s'est révélé inefficace, et on le voit dans plusieurs statistiques qui ont été montrées aujourd'hui. Et deuxièmement, parce que d'un point de vue de philosophie politique, cet argument
de l'égalité des chances ne crée pas une société bonne au sens d'un objectif politique. Si on construit l'argument théorique d'une égalité des chances parfaite, donc imaginons qu'on vive dans une société où l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est parfaite. Donc on n'a pas des questions de biais dans la sélection des études, on n'a pas de biais dans la reproduction, on n'a pas de biais sur le marché de l'emploi, etc. Imaginons qu'on vive tous dans une société parfaite. Est-ce que cette société est désirable ? Et là, je reprendrai un argument qui est un argument développé par un philosophe politique américain, Michael Sandel, qui dit non. Pourquoi ? Parce que si on a une égalité des chances parfaite entre les hommes et les femmes, à quoi est-ce qu'on aboutirait ? On aboutirait à une classe de femmes qui a réussi, qui est passée quelque part à travers les filtres de la méritocratie parfaite et qui a réussi, et quelque part qui aurait une forme d'hubris liée au fait qu'elles ont réussi, donc pourquoi devraient-elles être solidaires des femmes puisque tout le monde a les mêmes chances et elles ont réussi ? Et à l'inverse, on aurait un sous-groupe qui n'a pas réussi dans l'égalité des chances parfaite, qui au contraire se désengagerait de la société et nourrirait une forme de ressentiment parce que s'ils n'ont pas accédé à une position désireuse, eh bien ils ne le doivent qu'à eux-mêmes. Et donc c'est un argument qui est développé par Michael Sandel, notamment pour expliquer l'émergence de mouvements populistes à travers l'Europe, où on a de plus en plus en fait une caste, une élite qui ne se sent pas solidaire parce qu'elle ne doit sa position sociale qu'à son mérite. Donc pourquoi je serais solidaire via l'impôt, pourquoi je serais solidaire via une redistribution, si ce que j'ai, je le mérite seulement grâce à moi parce que j'ai bien travaillé, j'ai des trucs. Et une caste de plus en plus qui se détourne de la société parce qu'elle nourrit un ressentiment lié au fait de ne pas avoir réussi. Et donc cette hégémonie du discours politique sur l'égalité des chances, qui peut s'appliquer en matière sociale, qui s'applique aussi en matière d'égalité de genre, je pense fondamentalement doit réorienter notre action politique vers une lutte vers l'égalité effective plutôt que l'égalité des chances. Quels sont les outils qu'on a sur les sciences ? Je pense que le premier outil, et j'essaie de le développer un maximum via la politique scientifique fédérale, qui est notamment responsable de grands instituts de recherche, mais aussi de musées, c'est à travers la promotion des sciences auprès des publics féminins. On a tout un travail qu'on est en train de faire sur la muséographie, que ce soit dans nos musées, par exemple le musée des Beaux-Arts, que ce soit dans le musée de l'Afrique, que ce soit au musée d'art et d'histoire, pour promouvoir activement des figures féminines dans l'histoire des sciences, dans l'histoire artistique. Et c'est très important parce qu'on voit qu'effectivement les conservateurs, je pense qu'au musée des Beaux-Arts, il n'y avait pas de conservateur féminin jusque dans les années 60-70, donc évidemment toutes nos salles des musées sont rédigées à travers un prisme qui est celui d'hommes. On essaye aussi de jouer sur, c'est le terme anglais, j'ai pas trouvé d'équivalent, le terme de role model, comment on recrée des role models, des figures de proue féminines dans les sciences, et y compris sur des postes très visibles. Par exemple, pour le moment, on gère pour la Belgique la campagne de recrutement pour des astronautes. Ben oui, j'assume que dans les guidelines qu'on a données à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne, on a dit, tiens, mais une égalité effective 50-50 et également si en Belgique on voit une astronaute femme, l'impact sur les petites filles qui s'intéresseraient aux sciences, etc., serait énorme, et donc il faut pouvoir l'assumer. Deuxièmement, et ça je suis content que Mme la rectrice soit là, je pense que travailler sur des outils de transparence accessibles vraiment au grand public, il n'y a rien qui coûterait moins cher et qui serait plus efficace en termes de politique publique que d'avoir un site web où on dise, dans telle filière, voilà non seulement la composition de genre, mais voilà aussi les taux d'emploi à la sortie, voilà le salaire moyen à la sortie, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un déterminisme social et un déterminisme de genre très très fort dans les filières, et qu'effectivement, dans les auditoires si vous regardez, le profil de genre est différent d'un auditoire de médecine, d'ingénieur ou de romane, mais le profil social est aussi très très différent. Pourquoi ? Parce que les fils de classe sociale ou les filles de classe sociale favorisée savent que quand on fait ingénieur, quand on fait médecine, quand on fait le droit, quand on fait bio, quand on fait physique, les perspectives d'emploi ne sont pas les mêmes que si on va à l'université pour aller à l'université et qu'on choisit d'autres filières. Il ne faut pas avoir de déterminisme ou d'adéquationnisme en fonction des besoins et on ne choisit pas son emploi, sa filière en fonction des perspectives socio-économiques derrière, mais s'assurer que chacun ait le même niveau d'information, c'est essentiel. Troisièmement, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur mon autre compétence qui est la relance, systématiser l'utilisation d'analyse de gender mainstreaming sur les plans de politique publique est très important.
J'ai coordonné le plan de relance, c'est 85 projets, 6 milliards d'investissements. On a demandé à l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes de faire une analyse systématique de la même façon qu'on l'a demandé au bureau du plan de le faire sur des critères macroéconomiques, etc. Et donc vraiment, on mettait la question de l'égalité de genre sur un même pied que l'évaluation sur l'impact environnemental, sur l'impact socio-économique. Et je vous avoue que je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je vais... quel va être le rendu? Et honnêtement, c'était d'une richesse incroyable pour se rendre compte des biais qu'on utilise spontanément. Et le dernier outil, le quatrième outil, je pense que en tant que politique, on a des administrations. Par exemple, le SPP Politique Scientifique, c'est 2500 personnes. Ils travaillent sur leur contrat d'administration. J'ai ouvertement leur demandé d'étudier des questions, y compris des questions, mais ce n'est pas dans notre culture, plutôt dans la culture anglo-saxonne, de quotas, parce qu'on voit, comme ça a été mentionné, de regarder, tiens, mais en fait, il y a une reproduction, parce qu'effectivement, dans la hiérarchie, donc s'il y a une transition à faire qui est, à mon avis, à l'échelle de quelques décennies maintenant, c'est le genre de questions qui, en tout cas, doivent être posées au sein de la gestion des RH d'un service administratif. Merci beaucoup. Bon, ils avaient l'air un peu tous frustrés par le temps de parole que j'avais donné. Pourtant, il n'y en a aucun qui l'a respecté. Donc, du coup, je propose qu'on sucre vos interventions entre vous pour directement, et ça ne vous empêche pas mais pour ne pas que vous aussi vous soyez frustrés et que ça tourne mal. Donc, si quelqu'un veut poser une question maintenant, sinon j'en ai en réserve et j'imagine que vous avez des choses à vous dire. Mais n'hésitez pas en tout cas, si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, c'est pas réellement une question, c'est plus une réflexion que j'aimerais avoir. C'est que donc moi, j'ai commencé l'université l'année passée en bac 1 et je me suis rendu compte que il n'y a pas seulement, la question là, c'était la sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques, mais rien que dans les cours, je me suis rendu compte l'année passée, j'étais un peu, je me suis rendu compte après réflexion qu'en fait, on nous parlait de l'histoire de la science, de l'histoire de la philosophie, de l'histoire de la sociologie, mais on nous parlait que d'hommes, et donc je pouvais pas me projeter et me dire peut-être que je pourrais être philosophe ou sociologue, j'ai demandé à mes professeurs s'ils pouvaient pas changer un peu leur cours, et en fait mon prof de philosophie a du coup changé son cours, et il parle de 2-3 philosophes qui aujourd'hui ont été importantes dans l'histoire de la philosophie, et je pense que juste des petits changements comme ça, juste représenter, dire que ça change quoi, juste le dire, ça pourrait déjà aider, quoi. Voilà. C'est vraiment le décalage entre la théorie et ces fameuses égalités effectives, où je pense que les programmes sont pour le moment en rénovation, et qu'en tout cas au niveau de l'histoire, il semble qu'on ne va pas avoir beaucoup de femmes au Moyen-Âge, par exemple, qui ont libéré les femmes pendant les choses. Oui, bon... Donc je pense qu'il y a un divorce de plus en plus important entre les attentes, les discours, on en parle tout le temps, et la réalité où ça change finalement assez peu. Ah oui, moi en fait j'étais professeur à l'Institut d'informatique il y a quelques années, et je me souviens, il y a 40 ans, il y avait beaucoup d'étudiantes en informatique, quoi. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle elles faisaient ça, c'est parce qu'elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles allaient avoir comme études, quoi. Et je pense que c'est peut-être parce que maintenant elles ont a priori une vue tellement mauvaise, qui fait peur en fait de ce qu'elles vont devoir faire, qu'elles n'osent pas se lancer là-dedans, quoi. C'est très bien de commencer ses études sans savoir ce qu'on va faire, moi je trouve. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais... Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a l'impression qu'il faut mettre de l'informatique chez de plus en plus jeunes. Donc, c'est un peu la mouvance actuellement à l'international. Et en fait, on nous annonce un pacte d'excellence qui va mettre de la programmation à partir de 8 ans. Alors, j'ai déjà fait des activités de programmation avec des filles. Au bout de 3-4 séances, elles me disent « on a fait le tour ».
Et donc, voilà l'image qu'on va donner de l'informatique. Donc, c'est-à-dire que si elles n'ont que de la programmation en secondaire et en fin de primaire, vous ne les aurez quand même pas. Donc, finalement, effectivement, il y a un équilibre à trouver. Il faut effectivement utiliser des rôles modèles, etc. Pas des rôles modèles qui sont non plus des grands scientifiques, parce qu'effectivement, à ce moment-là, alors, il y a ce côté, c'est inaccessible, finalement. Et on ne va pas se dire que d'un coup, on va aller faire des études au MIT ou ce genre de choses. Donc, on n'a pas non plus, il faut que ça reste accessible. Mais effectivement, la mauvaise représentation d'un métier à travers les études, ça se fait aussi. Hein. Donc, ça peut avoir des dégâts également. Je voudrais juste ajouter quelque chose, mais lors de l'université d'été que Julie a organisée au mois d'août de l'année passée, il y avait donc comme invitée Isabelle Collet qui avait notamment, j'ai appris à cette occasion, qu'au Myanmar, si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup en fait d'informaticiennes, énormément d'informaticiennes. Et pourquoi? C'est parce que, et ça montre aussi que finalement tout dépend du discours, que là-bas c'est un métier de femme et de mère parce que c'est le télétravail avant l'heure en fait. Hein. On pouvait faire tourner une machine et en même temps faire de la programmation. Et donc en fait tout dépend vraiment du discours et de l'environnement dans lequel on baigne. Et là-bas, comme on dit que c'est possible, alors si c'est possible on le fait. Voilà, donc je voulais juste ajouter ça. Oui, moi je voulais juste ajouter un mot. À mon avis, vous devez avoir eu ma maman il y a 40 ans ou 30 ans parce qu'elle était dans les premières étudiantes qui ont fait informatique ici à Namur. Et elle est toujours dans l'informatique aujourd'hui. Mais au-delà de ça, ce qui moi m'interpelle, c'est effectivement ce mouvement qui s'est produit. Et en fait, la conséquence aussi de voir aujourd'hui que les femmes sont moins nombreuses dans ces filières-là, dans les STEM, c'est aussi des conséquences sur les métiers qui sont aujourd'hui des métiers en boom, des métiers d'avenir en fait. Et ça m'inquiète particulièrement parce que les métiers qui sont particulièrement porteurs d'emploi dans les prochaines années, c'est aussi les métiers du numérique, c'est aussi les métiers de l'intelligence artificielle, c'est tous des métiers qui vraiment sont des métiers de demain. Et donc, on ne peut surtout pas se permettre d'avoir demain qui se crée sans les femmes. Ça serait dramatique. Et donc là, on a une vraie responsabilité collective et politique à faire en sorte que ça n'arrive pas et à mettre en place des solutions pour que demain puisse se construire avec les femmes. Et quand vous dites que c'était le début justement de l'informatique qui se construisait avec des femmes, je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, ça ne soit pas nécessairement le cas pour les nouveaux métiers. Et donc je trouve que le parallèle est en fait assez intéressant, surtout quand on sait qu'il y a d'autres statistiques qui démontrent que les 60% des métiers de 2030 ne sont pas encore connus. Et donc là, il y a un challenge et une opportunité vraiment à saisir pour ne pas répéter ces erreurs-là, en fait. Bonjour, c'est pas une question, c'est juste affirmation à qu'est-ce que c'était dit comme nom. En fait, moi je suis assistante à faculté d'info, effectivement, et je viens de Tunisie. Et dès le premier jour, j'étais étonnée parce qu'il n'y avait pas trop de filles au niveau de cours. Par contre, chez nous en Tunisie, les filles sont partout, même en génie civil, génie mécanique, voilà. Donc l'idée, à mon avis, c'est de commencer vraiment, selon mon expérience, donc l'idée c'est de donner le cours d'informatique, les bases, les notions de base dès le début, dès secondaire. Moi j'ai étudié l'info, je savais qu'est-ce que ça veut dire Word, les petits trucs, petits trucs d'informatique avec l'anglais en 6e année primaire. Et en secondaire, j'ai commencé à programmer avec Pascal. Donc, c'est vraiment très tôt. Donc, c'est ça, par expérience. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, voilà. Merci. Merci. Moi, j'avais un petit peu une question par rapport à ce que vous avez démontré. Voilà, un peu qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y ait vraiment un effondrement du nombre de femmes plus on avance dans les carrières scientifiques.
Et donc vous avez expliqué notamment que c'était plutôt des facteurs culturels et biologiques, mais concrètement, au niveau des bailleurs de fonds, des universités ou des politiques, qu'est-ce qui est mis en œuvre actuellement pour essayer de contrer en fait ça, maintenant qu'on connaît un petit peu les problèmes, les facteurs? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la politique scientifique du FNRS, des universités ou généralement du gouvernement? Qu'est-ce qui est mis en place concrètement à l'heure actuelle pour essayer d'empêcher, d'endiguer ce phénomène? Je peux partiellement répondre, pas évidemment pour la partie politique, mais en ce qui concerne le FNRS. Comme je l'ai mentionné, il n'y a pas véritablement de biais de sélection qui a été documenté. Le FNRS a fait plusieurs études récemment sur le sujet, les a publiées, à part dans certaines facultés bien précises, notamment en sciences humaines, pour des raisons un peu obscures, il n'y a pas véritablement de biais de financement. Donc à ce niveau-là, on a documenté les choses, on s'est posé la question et on n'a rien vu à faire en termes de modalités de sélection. Par contre, ce qui est fort poussé, c'est d'essayer d'obtenir une parité dans les commissions d'évaluation. Pas parce que ça pourrait changer un biais de sélection, parce qu'il n'y a pas ce biais de sélection, mais simplement pour partir du principe qu'en termes de représentativité, le fait de savoir que ces commissions sont à peu près à parité, c'est déjà quelque chose, entre guillemets, qui est censé être rassurant pour le candidat, qui n'est peut-être pas conscient qu'il n'y a pas de biais de sélection. Ça, je sais qu'il y a beaucoup d'attention qui sont données à ça, mais ça n'est pas évident dans le sens où, comme on l'a mentionné, dans certains domaines, il y a 2 à 3 fois plus d'hommes que de femmes, et donc de la part même des femmes qui sont engagées là-dedans, il est parfois très difficile d'arriver à cette parité de manière effective. On essaye également dans les demandes de fonds, mais pas les demandes de fonds dont j'ai parlé ici, plutôt les demandes de fonds européennes ou les très grandes demandes de fonds, pas d'essayer d'arriver à une parité, mais en tout cas d'arriver à un maximum de diversité. Il y a des critères qui sont mis là-dessus. Ce sont les principales choses que moi je connais à mon niveau, mais je suppose qu'au niveau politique, il y a également d'autres initiatives. En attendant qu'ils prennent leur micro, je vais déjà répondre pour l'Université de Namur. Donc, simplement pour dire que donc l'Université de Namur vient de se doter d'un Gender Equality Plan, donc un plan d'égalité de genre, qui va être présenté et j'espère validé en conseil d'administration ce mois-ci. Donc, c'est vraiment d'actualité. Et dans ce plan d'égalité de genre, donc il y a un des enjeux prioritaires qui a été épinglé, c'est celui de la sous-représentation des femmes en sciences. Dans les carrières scientifiques et dans les carrières académiques. Et donc, il y a toute une série de stratégies, d'actions, de partenaires, etc., qui ont été identifiées et qu'on va maintenant devoir mettre en œuvre. Maintenant, on espère avoir trouvé la recette, maintenant il faudra l'appliquer. Donc peut-être, il y a plusieurs niveaux d'action. Un action, évidemment, c'est ce qu'on fait au niveau du fédéral et de nos différentes institutions scientifiques fédérales. On met aussi en place des Gender Equality Plan et notamment la question des commissions, de la parité dans les commissions de sélection, etc. est vraiment très importante pour finalement casser quelque part des schémas de reproduction. Après, c'est vrai qu'il y a effectivement un facteur biologique qui est que souvent dans la carrière scientifique, c'est une période de la vie qui coïncide avec une période de maternité. Et donc ça, c'est un enjeu qu'on ne doit pas lier à des facteurs biologiques, qu'on ne doit pas nier. C'est l'exemple de ta collègue Rodrigue, qui pendant son doctorat ou son postdoc doit prendre quelques mois d'interruption de grossesse. Et donc là, par exemple, une mesure qui était absolument nécessaire et pour laquelle on s'est vraiment battu au sein du gouvernement fédéral, c'est l'allongement du congé de paternité, parce qu'on a énormément d'études qui montrent qu'en fait, l'implication des pères, notamment, est liée à la longueur du congé de paternité, et donc de pouvoir avoir une durée plus longue du congé de paternité et de la flexibilité sur la façon dont on le prend, permet aussi aux femmes de retourner plus vite, de façon plus flexible dans leur carrière de recherche. Donc pour rebondir là-dessus, en fait, il y a des études qui mettent en évidence qu'une maternité, c'est rédhibitoire en matière de publication.
Et donc, c'est particulièrement le cas pour les femmes. Donc, la question, effectivement, c'est aussi le cas pour les hommes. Hein. Donc, les papas aussi sont impactés, mais les mamans sont plus impactées que les papas. Et évidemment, dans la carrière, ça pose problème. Mais je pense que ça renvoie à un problème plus fondamental. C'est quelque part le modèle de la carrière scientifique à l'université. Et tant qu'on sera dans un modèle très mainstream, où on n'accepte pas la diversité des parcours, où il faut passer par autant de post-doc à l'international, où il faut avoir autant de publications dans un délai de autant, on sera confronté à ces problèmes. Et donc là, je pense qu'il y a une réflexion fondamentale au niveau des universités sur le modèle d'université qu'on veut avoir et la diversité qu'on va avoir en favorisant aussi la diversité des carrières. Mais ça, c'est à long terme. Tu veux conclure ? C'est la fin, en tout cas. Très brièvement, d'abord je voudrais féliciter Céline de ce qu'elle fait de ce projet parce que la base, l'idée même avec Anne Rouken, c'était loin d'être ce que tu en fais, et remettre un vieux scientifique oublié dans l'actualité, c'est absolument remarquable, et je voudrais vraiment que tout le monde puisse te féliciter pour cela. J'ai retenu, et c'est biaisé parce que j'ai retenu deux choses dans les intervenants qui sont deux hommes, excusez-moi. Monsieur Dermine, l'égalité fondamentale, magnifique, et vraiment je vous encourage à pousser ça le plus loin possible. Je n'ai pas pu m'empêcher, en écoutant la rareté des femmes en sciences à la fin du 19e siècle, au début du 20e, l'époque d'Hector Lebrun, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'à cette époque-là, mes grands-parents, qu'ils soient agriculteurs ou ouvriers textiles, ne pensaient même pas à envoyer leurs garçons ou leurs filles à l'université. Donc l'égalité, ne l'oublions jamais, elle est vraiment fondamentale, et merci pour cette réflexion. Et alors la deuxième réflexion qui me frappe, et j'avais une question pour la rectrice à ce propos-là, mais elle vient déjà d'y répondre, c'est la diminution du risque qui est extrêmement importante, comme Éric Murail l'a soulevé, parce que pouvoir diminuer le risque permet aux femmes d'oser postuler pour des positions qui sont vraiment des positions à responsabilité, des positions qu'elles méritent finalement. Je pense à une collègue dont le mari ne pourrait pas, vu sa profession, partir à l'étranger, et à qui on risque un jour de reprocher « oui, mais vous n'avez pas de post-doc à l'étranger », alors que c'est une personne qui est douée. Que peut faire l'université vis-à-vis de ça? Je pense que la rectrice va donner une réponse, mais il y a matière à réfléchir là-dessus, parce que dans des commissions de sélection, la première chose qu'on dit « ah oui, mais vous n'avez pas de candidat qui est à un post-doc à l'étranger », eh bien oui. Et ça impacte les hommes, comme vous le disiez très bien également. Personnellement, j'ai 2 enfants parce que j'étais en post-doctorat et je n'en ai pas plus. Mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est à cause de ça. Je voudrais juste rajouter un court point. On est un peu dans une condition à l'heure actuelle qui, à mon sens, est schizophrénique, au sens où, si on compare avec le 18e, 19e siècle, maintenant on a fortement démocratisé l'accès aux études et également à la recherche. Il faut rappeler qu'au 18e, 19e, c'était surtout des gens qui étaient des rentiers ou des nobles qui pouvaient se permettre de faire de la recherche. C'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, le côté schizophrénique, c'est qu'on a augmenté de manière extraordinairement importante l'aspect compétitif de la recherche et les tensions sur les chercheurs. Des gens comme Darwin pouvaient se permettre d'attendre 20 ans pour écrire leur bouquin. Ils n'étaient pas dépendants d'un financement. Darwin a toujours vécu sur sa rente. Il n'a jamais postulé une seule fois pour obtenir un financement. Il n'a jamais dépendu de ses financements pour son activité. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et je vais prendre un bête exemple, pour ne pas entrer dans le détail. Si on prend le doctorat en tant que tel, aujourd'hui, les étudiants ont 2 fois moins de chances qu'il y a une quinzaine d'années, ou une dizaine, simplement de faire un doctorat. Parce qu'on a eu une explosion, entre guillemets, du nombre de demandes de gens qui postulent pour faire une thèse. Explosion qui est normale parce qu'on a 40 000 étudiants en plus dans le secondaire. Mais l'enveloppe de financement des thèses est restée la même. Et donc, il y a une quinzaine d'années, on avait à peu près 50-60% de taux de réussite au FRIA la première année. Maintenant, on est à peu près 30%. Donc, on n'est pas en fait du tout dans une dynamique à l'heure actuelle où on va diminuer justement la prise de risque. Au contraire.
Et ça pèse sur l'ensemble des gens qui veulent se lancer dans une carrière de chercheur, hommes et femmes confondus. Après, ça pèse vraisemblablement encore plus sur les femmes pour toute une série de raisons. Mais je dirais que c'est plus, à mon avis, là-dedans, effectivement, qu'il faut réfléchir. Merci beaucoup. Et on va terminer, parce que j'en ai déjà vu plusieurs. Alors voilà une. Est-ce que les cours reprennent à 14h? En tout cas, on a beaucoup évolué, effectivement, très vite. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté le podcast, vous le savez, en quelle année les femmes sont rentrées à l'université. Chez nous, c'est le pire. Alors, donc les femmes sont entrées à l'université dans les années 1880 en Belgique, pour l'ULB, pour Liège et pour Gand. Pour l'UC et Louvain, il faut attendre 1920, et pour Namur, il faut attendre 1953. Mais les choses bougent vite. On a une rectrice à la tête de notre université, donc ça bouge vraiment. Il n'empêche qu'on en a parlé, il reste des vieux préjugés, il reste cette ligne de partage entre des professions d'hommes et de femmes, et donc on continuera d'en parler, même si ça agace, même si ça irrite. Et ici on parlera encore, mais on parlera d'autres choses, puisque je vous le disais, cette table ronde, elle est la première d'un cycle qui est organisé dans le cadre du projet Hector Lebrun, et la prochaine rencontre, elle a lieu bientôt, c'est le vendredi 6 mai, même endroit, même heure, et nous parlerons cette fois de la présence et du rôle des universitaires dans la sphère publique. Est-ce qu'on doit intervenir dans les médias? Que faire de cette injonction à la visibilité? Comment faire passer les bons messages sans qu'ils soient déformés? C'est Anne Roukens, professeure d'histoire, Frédéric Sylvestre, professeur de biologie, Élise Degrave, professeure de droit, et Arnaud Roysson, journaliste à la RTBF, qui échangeront sur la question. Donc en attendant, allez écouter les podcasts. Merci beaucoup.